Les 24 heures précédant la matinée du 13 juillet resteront tristement célèbres. L'Ukraine a connu sa plus grande nuit de la guerre jusqu'à présent, battant des records avec un essaim de drones qui a submergé la Russie. Ce fut une nuit incroyable pour l'Ukraine. Plus de 1700 cibles russes ont été détruites. Les drones ukrainiens prouvent encore la défaillance du réseau de défense aérienne russe. La Russie n'a jamais perdu autant sur une seule période de 24 heures. Et pourtant, c'est encore pire pour Poutine. Ce n'était pas un point culminant, c'était l'Ukraine qui envoyait un message. Ses frappes vont devenir de plus en plus puissantes et efficaces au fil des mois. En commençant par le chiffre principal, les médias United 24 rapportent: les forces des systèmes sans pilote de l'Ukraine, ou SBS, ont réussi à frapper 1725 cibles russes au cours des 24 heures précédant le matin du 13 juillet. La plupart de ces cibles ont été touchées lors d'une série dévastatrice d'attaques nocturnes. Cette mise à jour provient du commandant des forces de systèmes sans pilote de l'Ukraine, l'exubérant Robert Brovdi, dans un message Telegram qui fournit certains des détails clés. Au-delà du nombre record de frappes, le SBS a causé 418 pertes russes en 24 heures. Et le 13 juillet s'est inscrit dans un mois où le SBS est devenu l'une des unités militaires les plus efficaces dont dispose l'Ukraine. Jusqu'à présent, en juillet, 4181 pertes russes peuvent être attribuées aux drones du SBS. Le même groupe a également réussi à frapper 19 759 cibles russes en 13 jours, ce qui nous donne une moyenne quotidienne de près de 1520. Si l'on retire les 1725 cibles que l'Ukraine a frappées le 13 juillet, cette moyenne tombe à 1502. Cela nous montre à quel point la journée record du 13 juillet pour le SBS a vraiment été exceptionnelle. Plus de 200 cibles de plus que la moyenne, ce qui a fait comprendre à la Russie qu'elle doit avoir peur. Les opérateurs de drones ukrainiens ne ralentissent pas. Ils intensifient leurs attaques, et il n'y a rien que la Russie puisse faire à ce sujet. Nous n'allons pas prétendre pouvoir vous donner le compte-rendu des 1725 cibles que l'Ukraine a frappées les 12 et 13 juillet. La vidéo durerait des jours si nous essayons. Et d'ailleurs, Brovdi n'a donné aucun autre détail à part le chiffre. On peut supposer qu'une grande partie de l'arrière russe a été visée. Alors que l'Ukraine poursuit une campagne de blocus logistique qui détruit les camions de carburant et de ravitaillement russes à un rythme alarmant. En plus de neutraliser des postes de commandement, défense aérienne et rassemblement de troupes derrière le front. Nous allons plutôt vous présenter quelques temps forts de la nuit. Et tous ces moments forts proviennent d'une série de frappes menées par le service de sécurité d'Ukraine, ou SBU, qui coordonne ses actions avec le SBS pour éliminer des cibles de haute valeur dans les territoires occupés. Commençons par les navires. Selon United 24 Media, les drones ukrainiens ont détruit une paire de patrouilleurs russes, Projet 12 1150 Mangust, pendant cette période record de 24 heures. Ces patrouilleurs ne sont pas les navires les plus impressionnants de la flotte russe de la mer Noire, mais la plupart des navires plus puissants ont déjà été détruits, ou se cachent loin des drones ukrainiens. Cependant, Russian Ships affirment que ces patrouilleurs existent pour aider la Russie à protéger les régions côtières, et qu'ils sont équipés de canons de 12,7 ou 14,5 mm, qui pourraient être utilisés pour abattre des drones ou attaquer des navires sans équipage. Ce que nous voyons ici, c'est la poursuite par l'Ukraine de l'érosion progressive de la flotte de la mer Noire, qui est pratiquement devenue un facteur négligeable dans la guerre. En plus des patrouilleurs, le SBU et le SBS ont également ciblé plusieurs des ferries que la Russie utilise pour transporter des fournitures et du matériel vers la Crimée occupée. Dans le détroit de Kerch, les drones ukrainiens ont coulé le Maria et le Yesik. L'Ukraine a également ciblé le port Kavkaz, où elle a dû frapper les ferries Panagia et Levranti, vraisemblablement alors qu'ils étaient à quai, et peut-être en attente de chargement. Ne vous laissez pas tromper par le terme « ferries », qui ne désigne pas ici des navires civils. La Russie a réquisitionné tous les navires disponibles pour assurer sa logistique en mer Noire et mer d'Azov. Quand l'Ukraine attaque ces navires, elle paralyse la logistique maritime russe. Depuis une semaine environ, cela semble être devenu une priorité pour l'Ukraine. Le 13 juillet, l'Ukraine a poursuivi une campagne qui a semé la panique en mer d'Azov. Au cours des 8 jours précédents, et incluant le 13 juillet, l'Ukraine a frappé 105 navires de la flotte fantôme de la Russie dans cette mer. Ces ferries sont des navires de la flotte fantôme utilisés par la Russie pour transporter des fournitures. La même source ajoute que les drones ukrainiens ont ajouté 7 pétroliers et quelques autres cargos,
un ferry et des remorqueurs à leur bilan du 13 juillet, pour un total de 15 navires touchés. Il s'agit d'une campagne en cours qui vise à rendre la mer d'Azov, le détroit de Kertch et toute autre voie navigable utilisée par la Russie pour faire vivre la Crimée occupée totalement intenable. Et ça fonctionne. L'Ukraine fait pleuvoir tellement de drones sur la mer d'Azov qu'elle frappe un navire toutes les 112 minutes, déclare Brovdi. La Russie a été forcée de réagir. Bien qu'elle essaie toujours d'utiliser la mer d'Azov à des fins logistiques, comme en témoigne le fait que des navires sont coulés, elle a été forcée de fermer le canal Donazov qui relie le fleuve Don à la mer d'Azov. Cette fermeture a commencé dans la soirée du 10 juillet, et c'est un cauchemar pour la Russie. Cela signifie que les navires transportant les céréales que la Russie exporte vers d'autres nations ne peuvent pas naviguer. Et cela signifie également, en substance, que le détroit de Kertch près de la Crimée a été fermé. Ce détroit relie la mer d'Azov à la mer Noire. Ainsi, les frappes de drones ukrainiens dans la première servent aussi à isoler la seconde. La Russie n'a pas encore été en mesure de lever les restrictions qu'elle a mises en place. Le 13 juillet, Reuters a rapporté que les restrictions sont toujours en place. L'Ukraine ne compte clairement pas céder. Encore, 15 navires coulés le 13 juillet signifie une nouvelle prolongation des restrictions. Dès le 14 juillet, il est probable que de nouveaux pétroliers et navires de ravitaillement seront signalés touchés en mer d'Azov. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Inconi. Inconi trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données, et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Inconi s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi. Maintenant à un autre moment fort de la nuit record de l'Ukraine. Les drones ukrainiens ont également frappé un trio de systèmes radars stationnaires que la Russie utilise pour détecter aussi bien les drones maritimes qu'aériens. Ne sous-estimez pas l'importance de cette frappe. Les systèmes radars sont incroyablement complexes et difficiles à remplacer, surtout lorsque la Russie doit faire face aux sanctions mises en place par les partenaires de l'Ukraine. La Russie manque aussi de tout pour développer une industrie du radar efficace. Elle manque de la microélectronique requise pour les radars les plus avancés, selon le Global Defense Corps. Elle manque aussi de main-d'œuvre, d'expérience, d'expertise et de talent pour fabriquer de meilleurs radars que ceux qu'elle a déjà. Donc, lorsque l'Ukraine détruit des systèmes radars, cela met une pression sur l'industrie russe, qui peine à les remplacer à tous les niveaux. De plus, l'Ukraine ouvre des portes. Les 3 radars détruits près de la mer d'Azov le 13 juillet ne détecteront pas les drones ukrainiens, attendus demain. On ignore quel système précis les drones ukrainiens ont détruit, mais cela importe peu. Plus il y a de radars détruits, plus il y a d'occasions pour de futures attaques. De plus, l'Ukraine peut savourer l'ironie que les armes même que ces radars étaient censés détecter sont celles qui ont mis ces radars hors service. Nous sommes à mi-parcours du résumé, et devons encore évoquer d'autres cibles visées par l'Ukraine, ainsi que l'impact de l'expansion de la campagne aérienne sur l'avenir de sa guerre contre la Russie. Mais avant tout cela, vous regardez The Military Show. Si cette chaîne vous apporte des éclairages, abonnez-vous et activez les notifications. Nous analysons l'actualité ainsi chaque semaine. Ensuite, l'Ukraine visait une cible plus importante que les radars lors de ses 24 heures de destruction. La cible était la base aérienne de Bakhmut. Située en Crimée occupée, à environ 14 km de Kertch, cette base aurait été abandonnée en 1996. Elle n'est plus abandonnée.
bien que la Russie ne l'utilise plus pour sa fonction initiale. Bakhmout possède encore des hangars où la Russie stockait du matériel spécialisé et des véhicules militaires. Ce fait en fait une cible pour la campagne de blocus logistique de l'Ukraine. Et le 13 juillet, l'Ukraine a frappé. Il reste à voir à quel point cette frappe a été réussie. L'Ukraine n'a fourni aucun détail, si ce n'est que la base a été attaquée. Il est intéressant de noter que Bakhmout n'aurait pas été la seule base militaire visée par l'Ukraine le 13 juillet. Selon le Moscow Times, le FSB russe affirme avoir déjoué des attaques ukrainiennes contre les bases aériennes de Chagol et d'Ukraïnka, situées respectivement dans les régions de Tcheliabinsk et d'Almira, dans la même nuit où la base de Bakhmout a été visée. Mais cette fois, il ne s'agissait pas de drones. Le FSB mentionne l'arrestation des auteurs, ce qui suggère qu'une opération de sabotage était en cours. On peut supposer que c'est une petite victoire pour la Russie lors d'une des pires nuits de la guerre. Ce n'est pas grand-chose, certes, mais cela aurait été humiliant que des saboteurs réussissant sur des bases en plein cœur de la Russie, alors que les drones ukrainiens frappaient plus de 1700 cibles ailleurs. L'Ukraine tentera sans doute encore. Ces bases, comme tout le reste en Russie, sont loin d'être en sécurité. Revenons à d'autres succès ukrainiens. Alors que nous attendons plus d'informations sur l'attaque de Bakhmout, nous avons également vu que l'Ukraine a mené des frappes réussies dans la région du port Kafkaz. Les 2 ferries que nous avons mentionnées plus tôt faisaient partie de ces cibles. Les opérateurs de drones ukrainiens ont aussi détruit 3 réservoirs de pétrole du complexe de transbordement de ce port, ainsi qu'un train russe transportant du carburant jusqu'à la gare de fret de Kafkaz. On a l'impression de répéter chaque jour, encore du carburant détruit alors que l'Ukraine poursuit sa campagne visant à isoler la Crimée. Mais plus encore, une autre frappe réussie contre le port de Kafkaz envoie le message aux occupants de Crimée que Poutine n'est plus capable de les protéger. L'Ukraine peut tout simplement attaquer ce port lors de la plus grande nuit de frappe qu'elle ait jamais menée, ce qui commence à donner l'impression que ce genre d'attaque semble facile pour l'Ukraine. Nous affirmons que l'Ukraine a attaqué à nouveau le port de Kafkaz, car il avait déjà été visé lors d'une frappe ukrainienne récente des 2 côtés du pont de Kerch, qui faisait partie du message que nous venons d'évoquer. L'Ukraine a dévasté le port. Le 21 juin, une frappe de drone ukrainien a ciblé des stocks de carburant au port, déclenchant un incendie visible sur des images satellites. Cet incendie a rendu inutilisable un port russe servant au transport de munitions, d'armes et de carburant vers la Crimée. L'Ukraine espère obtenir le même effet avec sa frappe du 13 juillet. Nous avons encore un autre moment fort à vous présenter avant de continuer. La plupart des frappes évoquées ont eu lieu dans les territoires occupés ou autour de la Crimée. Mais l'Ukraine avait aussi une surprise réservée à une installation spéciale située à Viazniki, qui se trouve dans le kraï de Stavropol, en Russie, à environ 600 km de l'Ukraine. Viazniki abrite un dépôt de pétrole qui comprend toute une série de réservoirs de stockage. L'installation stocke du pétrole et du carburant, envoyés vers la Crimée et les forces d'occupation russes dans le sud de l'Ukraine. Cela fait partie d'un réseau destiné à acheminer le pétrole et le carburant depuis des usines russes vers les endroits où ils sont le plus nécessaires. L'attaque de l'Ukraine contre le dépôt semble avoir commencé dans la nuit du 12 juillet d'après un rapport du maire de Moscou, Sergueï Sobyanin. La Russie dit avoir repoussé l'attaque. Sergueï Sobyanin a affirmé que 3 drones avaient été abattus à 03h19 le 13 juillet. Mais il n'a pas expliqué pourquoi un incendie faisait rage dans l'installation alors qu'il affirmait que les défenses aériennes russes gérèrent la situation. Quelqu'un ne dit pas toute la vérité. Il ne faudra probablement pas longtemps avant que les excuses habituelles concernant les débris de drones ne soient avancées pour expliquer pourquoi les défenses aériennes russes ont été présentées comme efficaces alors que la cible de l'Ukraine était en feu. L'Ukraine ne s'en souciera pas. L'attaque contre le dépôt de Viazniki a marqué le début d'une nuit où la terreur s'est abattue sur les occupants russes à une échelle jamais vue auparavant. Et pour en rajouter une couche, ce dépôt est très proche de Moscou. Encore un rappel de la part de l'Ukraine que ces drones peuvent atteindre la capitale, au cas où Poutine l'aurait oublié. Tout cela nous ramène au titre qui a lancé la vidéo. 1725 cibles russes ont été frappées par l'Ukraine en 24 heures. Ce chiffre paraît presque incroyable, surtout comparé aux résultats obtenus par l'Ukraine avec sa campagne à longue portée il y a quelques mois. Mais à mesure que cette campagne s'étend, la Russie se retrouve en sérieuse difficulté. Voici pourquoi. Ce que nous voyons dans tout cela, c'est un élargissement de la portée et de l'ampleur de l'opération à longue portée de l'Ukraine. Le SBU le dit lui-même, déclarant
La destruction simultanée de dizaines de cibles dans différents endroits éloignés en une seule nuit montre que le SBU accroît l'ampleur de ses opérations spéciales à longue portée. Des éléments clés des infrastructures militaires et pétrolières russes continueront de brûler, concernant les frappes évoquées dans cette vidéo. Le SBU ne ment pas. Les chiffres montrent que la campagne de frappe en profondeur de l'Ukraine a atteint un point où la Russie ne peut plus la gérer. Avant les 24 heures records de l'Ukraine, le média United 24 Media ont publié un rapport intéressant montrant à quel point la campagne à longue portée de l'Ukraine s'est développée. Le média indique que les 6 premiers mois de 2026 ont vu l'Ukraine frapper 697 cibles à l'intérieur de la Russie, coûtant au Kremlin environ 6,1 milliards de dollars au passage. Ce chiffre ne concerne que les cibles en Russie, telles que les raffineries détruites par les drones ukrainiens toute l'année. Lorsque vous ajoutez la campagne de frappe à moyenne portée de l'Ukraine, vous pouvez compter 7028 autres objectifs ennemis, affirme le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrski. Ces chiffres sont révélateurs car ils nous indiquent aussi que la nuit où l'Ukraine a mené 1725 frappes devait concerner principalement des cibles sur le front. Les cibles à moyenne et longue portée étaient les points forts, mais la Russie a aussi perdu beaucoup de matériel et de soldats. Syrski affirme que ces chiffres démontrent que l'Ukraine n'a plus aucun problème à frapper ce qu'elle veut à moyenne et longue portée. La Russie ne peut guère empêcher les drones ukrainiens de détruire leurs cibles. Comme si cela ne suffisait pas, l'Ukraine renforce aussi sa campagne à longue portée. Quelques jours seulement avant la nuit record de l'Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a annoncé la création du commandement des frappes à longue portée. Officialisé par un décret présidentiel, ce commandement va formaliser et centraliser les ressources à longue portée de l'Ukraine, rendant ainsi une campagne qui frappe déjà la Russie et les territoires occupés encore plus létale, rationalisée et efficace. Poutine doit secouer la tête, incrédule. L'Ukraine fait déjà des ravages sans cette structure, alors il imagine ce qu'il adviendra avec la nouvelle organisation. Cela s'inscrit dans une stratégie ukrainienne visant à perturber tout ce qui permet à Poutine de poursuivre la guerre. Le concept est simple et aussi ancien que la guerre elle-même. Éliminer la source du pouvoir russe, à la fois à l'intérieur de la Russie et dans les territoires occupés, afin d'affaiblir les soldats sur le front et d'imposer des coups massifs. Cette approche traditionnelle diffère par la méthode employée par l'Ukraine pour établir sa domination aérienne. L'Ukraine a une force aérienne correcte, mais insuffisante pour couvrir tout son territoire, encore moins pour frapper des cibles en Russie. L'Ukraine utilise plutôt des drones et ses propres missiles de croisière à faible coût pour briser la machine de guerre russe de l'intérieur. La supériorité aérienne au sens traditionnel n'est plus nécessaire. L'Ukraine peut plutôt envoyer chaque mois des milliers de drones sur le champ de bataille et au-delà pour freiner l'avancée russe, détruire des réserves de pétrole et de carburant, et frapper des cibles jugées inaccessibles par la Russie. C'est une stratégie brillante et asymétrique de l'Ukraine, qui se renforcera au fil de la guerre. La Russie ressent l'impact de nombreuses façons, surtout à travers la crise du carburant qui est devenue si étendue qu'elle touche tout le pays. Vous aurez remarqué que les réservoirs, cuves à pétrole et installations de stockage figuraient parmi les cibles de l'Ukraine les 12 et 13 juillet. C'est le cas depuis des mois maintenant. La stratégie de l'Ukraine a entraîné une baisse de la production nationale d'essence en Russie, au point qu'elle ne peut satisfaire que 65% de la demande saisonnière du pays. La Russie manque jusqu'à 45 000 tonnes de carburant par jour et doit en importer d'autres pays pour suivre le rythme. Dans un rapport du 14 juillet, United 24 Media a également révélé que la pénurie de carburant en Russie est si répandue qu'elle entraîne l'annulation d'appels d'offres pour le carburant qui était censé approvisionner les services d'urgence russes. Ce que fait l'Ukraine maintenant, c'est exposer ce qui était autrefois l'une des plus grandes forces de la Russie comme étant sa plus grande vulnérabilité. La Russie, l'un des principaux producteurs mondiaux de pétrole, n'est pas censé manquer de carburant. Mais le système politique centralisé de la Russie, dans lequel toutes les décisions doivent passer par un seul homme, qui n'arrive pas à se défaire de son obsession pour l'Ukraine, rend impossible pour la Russie de réagir rapidement. La Russie s'épuise à attendre les décisions de Poutine pendant que les drones ukrainiens volent. Il n'y a pas de réponse coordonnée à la crise pour le Russe moyen, seulement un vague espoir que l'Ukraine relâche la pression et que la Russie pourra se redresser à l'avenir. Un relâchement n'est pas près d'arriver. Une nuit de frappe record nous le montre. Mais la Russie sait aussi qu'elle va encore en subir bien d'autres.
Ce que l'Ukraine a fait le 13 juillet s'inscrit dans une opération de 40 jours annoncée fin juin, que l'Ukraine présente comme conçue pour faire pression sur Poutine afin qu'il mette fin à sa guerre. Nous ne sommes même pas à la moitié de cette opération, que Zelensky dit être basée sur les sanctions à moyenne et longue portée de l'Ukraine. La Russie peut-elle tenir encore quelques semaines ? Survivra-t-elle à ce que l'Ukraine lui réserve ensuite si l'opération de 40 jours ne donne pas à Zelensky ce qu'il veut ? Il semble de plus en plus que la réponse à ces questions soit non. La Russie n'a jamais perdu autant en une seule journée. Il ne serait pas surprenant que nous répétions cela dans quelques jours ou semaines, après une vague de sanctions cinétiques ukrainiennes encore plus fortes. Actuellement, l'Ukraine continue d'accroître son bilan pour 2026, et il est surprenant que la Russie ait tenu jusque-là cette année. Fin juin, l'Ukraine a révélé l'ampleur d'une tempête de frappe de 2026 qui a assombri le ciel au-dessus de la Russie. De nouveaux jalons ont été atteints, les défenses russes sont complètement dépassées, et vous pouvez tout découvrir en regardant notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour suivre nos actualités sur les victoires de l'Ukraine contre la Russie. Merci de nous avoir regardés.